Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Clotilde Brunetti-Ponce. Madame, vous êtes maître de conférence, habilitée à diriger des recherches à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Vous êtes également responsable du Centre sur le couple et l'enfant, le CEGESCO, de cette université. Nous vous remercions d'avoir accepté d'intervenir devant nous aujourd'hui. Parmi vos nombreux travaux, vous venez notamment de diriger, entre 2015 et 2017, une recherche sur le droit à l'enfant et la filiation en France et dans le monde, avec un ouvrage paru à cette occasion, ouvrage qui étudie ce que le développement de la gestation pour l'autrui et de l'assistance médicale à la procréation implique sous l'angle du droit à l'enfant et à la filiation. Les sujets de l'assistance médicale à la procréation, de la gestation pour autrui et de la filiation sont bien sûr régulièrement soulevés au cours de nos auditions. Aussi, nous souhaiterions connaître votre approche de ces sujets. Je vais vous laisser la parole. Nous aurons ensuite un échange de questions-réponses en précisant que nos débats sont filmés et enregistrés. Madame, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, de m'avoir invité. La mission Droit et Justice, organisme indépendant rattaché au ministère de la Justice, a retenu le projet que mon équipe a présenté à la suite donc d'un appel d'offres de la mission qui a été formée en 2014. La mission l'a financé, validé, puis a publié sur son site en mai 2017 les résultats de la recherche. Le rapport final a également été publié chez LexisNexis en mars 2018. Ce rapport rend compte d'une recherche réalisée sur plus de 2 ans par 26 chercheurs, 23 rédacteurs et 3 chercheurs associés à l'étranger, pour évaluer les manifestations et les conséquences des récentes pratiques de droit à l'enfant. Dans le cadre de cette recherche, l'expression droit à l'enfant renvoie à une demande se situant en dehors du cadre légal français de la biomédecine. Le domaine de l'étude recouvre ainsi 3 hypothèses. Tout d'abord, celle d'une assistance médicale à la procréation, AMP, à but non thérapeutique interdite sur le territoire français. En second lieu, l'hypothèse d'une convention de gestation pour le compte d'autrui, GPA, interdite sur le territoire français. Enfin, le cas d'une adoption prononcée à la suite de la réalisation à l'étranger d'une de ces 2 pratiques interdites en droit français. Avant d'approfondir la question, il est nécessaire de rappeler une définition. Le droit de la filiation établit le lien juridique entre l'enfant et ceux dont il est issu, ascendance maternelle et ascendance paternelle. 2 remarques ici s'imposent. Tout d'abord, le droit de la filiation repose sur la sexuation, maternité, paternité, et non pas sur des choix de vie qui peuvent relever du droit des couples, autre branche du droit de la famille. En second lieu, il est impossible, en toute rigueur juridique, de parler des parents de l'enfant avant l'établissement de la filiation. La qualité de père ou de mère découle de l'établissement de la filiation. Dans ce contexte, de quoi est-il question ? Commençons par souligner qu'il ne s'agit pas ici de parler de moi, de vous, d'une personne ou de couple en particulier, ni a fortiori de mode de vie, non. Il est question du droit de la filiation. Autrement dit, des règles qui fondent la filiation de chaque enfant, donc l'identité de ce dernier. Tout le monde est concerné. Pour que l'AMP soit compatible avec les règles de droit qui structurent la société pour tous, il faut lui fixer des limites. Le droit joue ce rôle. À défaut, l'enfant serait abandonné à la toute-puissance des adultes par contrat, échange, tractation et arrangement de toutes sortes. Cela pourrait-il constituer un progrès? Non. Il est en conséquence indispensable de poser des limites à l'AMP. Or, le but thérapeutique est en ce domaine la seule limite objectivement opérante et fiable. Notre droit de la filiation ayant pour rôle d'établir l'ascendance maternelle et paternelle d'un enfant,
évoquer la question de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules revient à poser juridiquement la question de savoir si la suppression de la filiation paternelle consécutive à l'AMP avec donneur, avec création d'une deuxième filiation maternelle, dans le premier cas, est compatible ou non avec notre ordre juridique, ou bien si une telle réforme remet en cause le droit de la filiation en général. Deux grandes catégories de solutions sont avancées. Première hypothèse, il pourrait être imaginé de créer une sous-catégorie de filiation pour permettre l'AMP sans père en marge de notre système de droit. Dans la sous-catégorie créée, les règles et principes du droit de la filiation seraient écartés. L'enfant serait, dans cette sous-catégorie, privé du droit d'exercer une action en recherche de paternité. La création d'une telle sous-catégorie permettrait de ne pas abroger directement nos principes et règles du droit de la filiation. Mais, alors, des inégalités entre enfants se trouveraient instituées. Deuxième hypothèse, il pourrait être imaginé d'abroger nos principes et règles du droit de la filiation et d'y substituer une filiation créée par la volonté sans lien avec la filiation telle qu'elle existe aujourd'hui. La filiation de tous les enfants serait ici immédiatement fragilisée, car alors dépendante de la volonté, fluctuante par nature. En outre, en résulteraient des conflits de filiation inextricables. Toutes les règles actuelles seraient remises en cause. Une situation d'insécurité pour l'enfant serait instituée par la loi. Une telle réforme supposerait de ne pas tenir compte des conséquences, pourtant clairement identifiées, d'une transformation aussi radicale de la filiation. Il convient de noter que la première hypothèse envisagée, création d'une sous-catégorie, conduirait également à ce résultat par une abrogation progressive de fait des principes directeurs qui protègent tous les enfants. Mener à terme une telle réforme conduirait à déconstruire des principes intemporels, essentiels, selon la Cour de cassation. Quel principe? Le principe selon lequel la filiation se situe en dehors du domaine des contrats, donc le principe selon lequel la volonté n'a pas de prise sur la filiation. Le principe selon lequel un enfant ne peut pas se voir attribuer de filiation maternelle ou de filiation paternelle. Le principe selon lequel l'enfant a le droit de rechercher sa filiation maternelle. Le principe selon lequel l'enfant a le droit de rechercher sa filiation paternelle, etc. Mais déjà, ça fait beaucoup. Sur quel fondement le législateur pourrait-il envisager de toucher à des principes essentiels du droit privé? Une éthique de conviction prend ici le pas sur l'éthique de responsabilité qui domine chez les juristes. Cela explique que les partisans de telles déconstructions soient rarement des juristes, habituellement soucieux de prendre en compte les conséquences des réformes envisagées. Réfléchir sérieusement à la question posée suppose de bien différencier la question individuelle de la question de droit. Il y a des situations de fait dans lesquelles un enfant se trouve privé de père ou de mère, peu nombreuses mais qui existent. Il est essentiel de savoir s'il est possible d'y apporter des réponses juridiques. Or, tel est bien le cas. Le rapport, notamment, y a travaillé. Face à de telles situations de fait, il est important que le professionnel, au cas par cas, soit animé par la bienveillance et trouve des situations concrètes adaptées.
Envisager la suppression de la filiation paternelle consécutive à l'AMP avec donneur, c'est tout autre chose. Cela consiste à toucher au modèle législatif et immanquablement à la filiation, puisqu'il s'agit de supprimer une filiation paternelle et d'autoriser la création d'une deuxième filiation maternelle. Notre droit de la filiation s'y oppose, c'est clair. Faut-il donc, comme y invite la réforme envisagée, soit supprimer notre droit de la filiation, c'est l'hypothèse 2 envisagée plus haut, soit créer une sous-catégorie de filiation à laquelle ne seraient pas appliqués nos principes essentiels. C'est la première hypothèse envisagée plus haut. Là est la question qui vous est soumise, mesdames et messieurs les députés, lorsqu'est abordée juridiquement la suppression du but thérapeutique de l'AMP. Dès lors que l'on touche au modèle législatif, la responsabilité du législateur, la responsabilité de l'État peut être engagée. L'enfant pourrait reprocher à l'État de l'avoir privé de père. Il pourrait bien sûr d'abord agir contre celles qui ont intentionnellement effacé toute possibilité d'établir une paternité, puis mettre en œuvre la responsabilité des médecins et de l'État. Pour quels enjeux? Quelques pays, peu nombreux, ce sont toujours les mêmes qui sont cités, ont choisi, par un vote, de satisfaire des revendications individuelles d'AMP sans père. Ces pays ont choisi l'hypothèse 1, exposée tout à l'heure, la création d'une sous-catégorie de filiation. La recherche sur le droit à l'enfant et la filiation en France et dans le monde mettent en évidence les incohérences qui en résultent au sein des ordres nationaux concernés. Ont été notamment observées par notre équipe des manipulations de femmes ou de couples en grande détresse, des incohérences textuelles fragilisant le statut de l'enfant, des abandons d'enfants physiquement trop différents de ce qui était attendu au vu des catalogues, des actions en justice de plus en plus nombreuses, des risques d'enlèvement, d'échange et de vente d'enfants. Nous avons été confrontés à 2 ventes. En corrélation avec la substitution du but lucratif à la finalité médicale, le développement d'un marché qui profite à des sociétés à but lucratif affichées, organisées en réseau avec leurs médecins, leurs psychologues, des cliniques privées, leurs intermédiaires. Des conflits d'intérêts lorsqu'il est tenu compte dans les débats de l'avis de professionnels engagés dans ces pratiques ou en lien avec ces réseaux. Une augmentation des difficultés pour l'AMP en général, donc aussi pour des couples confrontés à des problèmes médicaux ou de maladies graves, de stérilité médicale ou de maladies graves. La fragilisation de l'identité des personnes, la fragilisation de la paternité, la fragilisation de la maternité, la fragilisation du principe de la binarité des sexes, le développement de la marchandisation à l'échelle internationale et en corrélation avec ces pratiques d'éléments ou produits du corps humain et, in fine, de l'humain. L'encouragement de pratiques eugéniques, etc. Voilà ce que nous avons constaté et analysé dans cet ouvrage. Quels remèdes proposer? Des solutions précises sont développées par notre équipe. Elles ont été exposées le 18 mai 2018 au Conseil supérieur du notariat et seront publiées en novembre chez Mar et Martin. Tout d'abord, il peut être proposé à l'international de favoriser la conclusion de conventions bilatérales ou internationales prévoyant qu'un pays qui accepte des pratiques libérales de droit à l'enfant
ne peut pas les autoriser au profit de ressortissants français ou de ressortissants dont le pays interdit ces pratiques. Ou encore, il peut être proposé d'informer sur ces questions en rappelant le contenu de notre droit et des sanctions pénales dont elles sont assorties de façon à prévenir les fraudes à la loi française. Ensuite, dans les situations de fait constituées à l'étranger, il est proposé d'organiser sur le territoire français un suivi de l'enfant comme lors d'une adoption internationale. Et encore, de renforcer les principes directeurs protecteurs de la filiation, de proclamer en droit français les principes de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, en outre, de protéger le maternage et le paternage par des mesures d'information, de prévention et d'accompagnement des familles. Voici pour quelques-unes de nos propositions. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs les députés. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, madame, pour votre exposé.